Certaines histoires ne se contentent pas de vous émouvoir. Elles vous transforment. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur ce qu'un être humain est capable d'accomplir. Quand Sandro est né, le 15 octobre 1995, dans une petite maternité de province, les médecins ont baissé les yeux. Pas par pudeur, pas par émotion, mais par gêne, par incompréhension. Ce bébé qui venait de naître n'avait pas de bras. Aucun. Juste 2 épaules qui se terminaient dans le vide. Sa mère, Maria, n'a pas pleuré tout de suite. Elle a simplement regardé ce petit visage parfait, ses yeux qui la fixaient déjà avec une intensité troublante. Autour d'elle, les médecins chuchotaient dans leur jargon médical. Malformation congénitale, absence bilatérale des membres supérieurs, pronostic réservé. Des mots froids pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Certains disaient qu'il ne tiendrait jamais un crayon. D'autres, plus pessimistes encore, murmuraient qu'il ne vivrait pas longtemps. Comment un enfant pourrait-il survivre dans un monde fait pour ceux qui ont des bras? Comment pourrait-il manger, s'habiller, se défendre? Sa mère, elle, a seulement serré les dents. Elle a pris son fils contre elle et elle a fait une promesse silencieuse. Une promesse qu'elle était loin d'imaginer à quel point elle serait prophétique. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne pouvait imaginer ce jour-là, c'est que ce petit garçon allait bouleverser bien plus qu'elle. Bien plus qu'une petite ville. Il allait défier tout ce que l'on croit savoir sur les limites humaines. Alors maintenant, à vous. Que attend-on d'un enfant né sans bras? Rien. Gardez bien cette réponse en tête. Parce qu'en quelques minutes, elle risque de voler en éclats. Les premières années de Sandro se sont écoulées dans une petite maison aux volets bleus, où chaque geste du quotidien était devenu un défi. Imaginez un instant. Un enfant de 3 ans qui veut attraper son jouet préféré, mais qui ne peut que le regarder, le pousser du pied, essayer de le coincer entre son menton et son épaule. Sa mère, Maria, avait transformé leur salon en terrain d'entraînement. Tout était à hauteur de pied, les interrupteurs, les poignées, les jouets. Elle passait des heures à adapter chaque objet, chaque situation. Le petit déjeuner, Sandro apprenait à tenir sa cuillère avec les orteils. L'habillage, des vêtements spéciaux, des fermetures éclairs remplacées par des scratchs. Mais le plus dur, ce n'était pas les gestes techniques. C'étaient les regards. Oh, ces regards! Quand Maria poussait la poussette adaptée dans la rue, les gens se retournaient. Certains avec pitié, d'autres avec curiosité malsaine. Quelques-uns détournaient carrément les yeux, comme si la différence de Sandro était contagieuse. À l'école maternelle, les choses se sont compliquées. Pendant que les autres enfants dessinaient leurs premiers bonshommes avec leurs petites mains malhabiles, Sandro restait assis, à regarder. Pendant qu'il jouait à la pâte à modeler, lui observait. Pendant qu'il construisait des châteaux de cubes, lui rêvait. La maîtresse, Madame Dubois, une femme pourtant bienveillante, ne savait pas comment l'intégrer. Comment faire participer un enfant sans bras aux activités manuelles? Alors, inconsciemment, elle le mettait de côté. Sandro, tu peux regarder les autres, d'accord. Et lui, avec ses grands yeux noirs, il hochait la tête et il regardait. Toujours. C'est là que quelque chose a commencé à se briser en lui. Pas physiquement, ça, c'était déjà fait. Mais quelque chose de plus profond. Cette joie naturelle de l'enfance, cette insouciance, cette capacité à rêver sans limite. Tout cela commençait à s'éroder, grain par grain, jour après jour. Le soir, quand Maria le bordait, elle voyait bien que son fils n'était plus le même. Il ne demandait plus pourquoi il était différent. Il ne demandait plus quand ses bras pousseraient. Il ne demandait plus rien. Il se contentait de fermer les yeux et d'attendre le lendemain. Mais vous savez quoi? Dans ce silence, dans cette résignation apparente d'un enfant de 5 ans, quelque chose d'extraordinaire était en train de germer. Quelque chose que personne, ni sa mère, ni ses maîtresses, ni les médecins, ne pouvaient voir. Car parfois, c'est dans nos plus grandes faiblesses que se cachent nos plus grandes forces. Et Sandro était sur le point de le découvrir. L'adolescence, cette période où tout bascule pour tous les jeunes. Mais pour Sandro, elle a été un véritable cauchemar. À 14 ans, il mesurait déjà 1,75 m, mince comme un roseau, avec ce vide béant là où auraient dû se trouver ses bras. Et les adolescents, vous le savez, n'ont aucune pitié pour la différence. Le collège Saint-Exupéry était devenu son enfer quotidien. Kevin, le leader de sa classe, avait trouvé un nouveau passe-temps, humilier Sandro. Et, sans bras. Tu veux qu'on t'aide à porter ton sac? Et tous de rigoler. Dis, tu fais comment pour te gratter quand ça démange? Rire gras. Tu sais que si tu tombes, tu ne peux pas te rattraper. Hilarité générale. Mais le pire, ce n'était pas les moqueries.
Le pire, c'était l'indifférence des adultes. Il faut qu'il s'endurcisse, disait-il. C'est de son âge, ça va passer. Comme si l'humiliation était un rite de passage normal. Comme si la cruauté était acceptable sous prétexte d'adolescence. Un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ce jour-là a failli être le dernier, Kevin et sa bande ont eu une idée géniale. Ils ont attaché le sac de Sandro en haut de l'escalier, hors de portée. Allez, monte le chercher. Utilise tes super pouvoirs. Et là, devant toute la classe qui s'était rassemblée, Sandro a tenté l'impossible. Il a essayé de grimper avec ses pieds, de sauter, de se hisser. Il est tombé. Violemment. Le bruit de sa chute a résonné dans tout le couloir. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont ri. Ils ont ri de voir un adolescent sans défense s'écraser au sol, incapable de se relever normalement, obligé de rouler sur le côté pour se redresser. Ce soir-là, Sandro est rentré chez lui avec un bleu sur la joue et quelque chose de cassé dans le regard. Maria a compris tout de suite. Elle a voulu l'emmener voir le principal, porter plainte, faire quelque chose. Mais Sandro a dit non. Il a dit « À quoi ça sert, maman ? Ils ont raison. Je ne suis qu'un monstre. » Monstre. Ce mot-là, il l'a prononcé avec une telle conviction que Maria en a eu le souffle coupé. Son fils, son petit garçon courageux, était en train de se détruire de l'intérieur. Les semaines suivantes ont été les plus noires de leur vie. Sandro ne parlait plus. Il ne sortait plus de sa chambre que pour aller au collège, par obligation. Il restait des heures assis sur son lit, à regarder par la fenêtre, comme s'il cherchait une sortie que personne d'autre ne pouvait voir. À 14 ans, Sandro voulait juste disparaître. Il se demandait à quoi rimait sa vie. À quoi rimait de se battre contre un monde qui ne voulait pas de lui. À quoi rimait de continuer quand chaque jour était une torture. Et puis un soir, alors que tout semblait perdu, alors que Maria elle-même commençait à perdre espoir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose qui allait changer le cours de son histoire pour toujours. Car parfois, mes amis, c'est quand on touche le fond qu'on trouve enfin la force de remonter à la surface. C'était un mardi soir de novembre. Il pleuvait dehors, et Sandro était enfermé dans sa chambre depuis 3 heures. Maria, inquiète, montait régulièrement pour coller son oreille à la porte. Rien. Juste le silence. Ce silence qui l'effrayait plus que tout. Mais ce soir-là était différent. Car en bas, dans le salon, la télévision était restée allumée. Et soudain, quelque chose a traversé les murs, s'est faufilé sous la porte de Sandro, et a touché quelque chose de profondément enfoui en lui. Un simple son. Une mélodie. Les premières notes de « Clair de lune » de Debussy, jouées au piano avec une douceur infinie. Maria n'y a d'abord pas prêté attention, c'était juste un documentaire sur la musique classique. Mais là-haut, dans cette chambre silencieuse, quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Sandro avait relevé la tête. Pour la première fois depuis des semaines, ses yeux brillaient. Cette mélodie, elle parlait à quelque chose en lui qu'il ne savait même pas exister. Elle racontait une histoire sans mots, elle exprimait tout ce qu'il ressentait mais n'arrivait pas à dire. Il s'est levé, chose qu'il ne faisait plus que par nécessité, et il est descendu. Maria l'a vu apparaître dans l'encadrement de la porte du salon, les yeux fixés sur l'écran où un pianiste aux cheveux blancs caressait son clavier avec une grâce infinie. « Maman » a-t-il murmuré, et c'était le premier mot qu'il prononçait depuis une semaine. Comment il fait ça? Maria a senti son cœur bondir. Son fils posait une question. Son fils s'intéressait à quelque chose. Il a appris, mon chéri. Pendant des années, il s'est entraîné. Et là, Sandro a dit quelque chose qui a changé leur vie à jamais. Moi aussi, je veux apprendre. Maria a cru qu'elle avait mal entendu. Apprendre quoi, mon cœur? La musique. Je veux faire de la musique. Et quand elle a commencé à dire que c'était impossible, que sans bras il ne pourrait jamais jouer d'un instrument, Sandro l'a interrompue avec une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Il y a forcément un moyen, maman. Il y a toujours un moyen. Cette phrase allait devenir leur devise, leur moteur, leur raison de se battre. Cette nuit-là, Sandro n'a pas dormi. Il était resté éveillé, allongé sur son lit, à imaginer. Ses pieds bougeaient sous les draps, comme s'il cherchait déjà les touches d'un piano invisible. Dans sa tête, des mélodies se formaient, des harmonies se créaient. Le lendemain matin, quand Maria est entrée dans sa chambre avec le petit déjeuner, elle a trouvé Sandro assis au bord de son lit, le regard fixé sur ses pieds. « Maman » a-t-il dit sans lever les yeux, « tu crois qu'on peut apprendre à un pied à faire ce qu'une main fait normalement ?» Et c'est là, dans cette question apparemment innocente, que tout a basculé.
car Maria a compris que son fils n'était plus en train de subir sa différence. Il était en train de la transformer en force. Dans le silence de sa chambre, ce simple son avait tout changé. Une mélodie avait réveillé l'âme d'un adolescent brisé. Elle avait rallumé une flamme que la cruauté du monde avait failli éteindre pour toujours. Mais ce que Sandro ne savait pas encore, c'est que cette flamme allait devenir un brasier. Et que ce brasier allait illuminer bien plus que sa propre vie. Et là, mes amis, c'est là que l'impossible devient réalité. C'est là que toutes vos certitudes sur les limites humaines vont exploser en 1000 morceaux. Maria a remué ciel et terre pour trouver un professeur qui accepterait d'enseigner à Sandro. Après 15 refus polis mais fermes, elle a frappé à la porte de Madame Chen, une vieille pianiste chinoise qui donnait des cours dans sa maison de banlieue. Quand elle a expliqué la situation, Madame Chen n'a pas dit « c'est impossible ». Elle a dit « amenez-le-moi ». Le premier cours. Mon Dieu, le premier cours. Sandro était assis devant ce vieux piano droit, les yeux brillants de détermination. Madame Chen s'est agenouillée devant lui et a regardé ses pieds. « Montrez-moi », a-t-elle simplement dit. Et Sandro a posé son pied droit sur les touches. Le son qui est sorti, c'était faux, maladroit, tremblotant. Mais c'était son son. Le premier son musical qu'il créait de sa vie. Et dans ce do hésitant, dans cette note imparfaite, il y avait tout l'espoir du monde. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé ensuite. Semaine après semaine, mois après mois, les pieds de Sandro se sont transformés. Ils ont développé une dextérité, une précision, une sensibilité que personne n'aurait cru possible. Ses orteils ont appris à danser sur les touches avec la grâce d'une ballerine et la précision d'un chirurgien. Au bout de 6 mois, il jouait des gammes. Au bout d'1 an, ses premières mélodies simples. Au bout de 2 ans, il interprétait du Chopin. Du Chopin. Avec ses pieds. Avec une émotion, une profondeur, une technique qui laissait Madame Chen sans voix. Et puis est arrivé ce jour que personne n'oubliera jamais. Le jour de son premier concert public. C'était dans la salle des fêtes de sa petite ville, devant 300 personnes venues par curiosité plus que par conviction. Beaucoup pensaient assister à un spectacle de cirque, à une attraction de foire. Sandro s'est installé devant le piano à queue. Il portait un costume noir, ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Mais surtout, il avait ce regard de quelqu'un qui sait exactement qui il est et ce qu'il vaut. Il a posé ses pieds sur les pédales, puis sur les touches. Et là, mon Dieu, là, le miracle s'est produit. Les premières notes de la Sonate au clair de lune de Beethoven ont empli la salle. Mais ce n'était pas juste de la musique. C'était son âme qui s'exprimait, c'était toute sa souffrance transformée en beauté pure. Les murmures se sont tus. Les sourires sceptiques se sont effacés. Et quand il a attaqué le mouvement final, cette tempête de notes que même certains pianistes professionnels peinent à maîtriser, la salle entière a retenu son souffle. Ses pieds volaient sur le clavier avec une virtuosité à couper le souffle. Quand la dernière note s'est éteinte, il y a eu un silence. Un silence total. Et puis, l'explosion. 300 personnes debout, en larmes, qui applaudissaient comme jamais elles n'avaient applaudi. Et au premier rang, Kevin. Oui, Kevin, celui qui l'humiliait au collège, Kevin pleurait comme un enfant. Aujourd'hui, Sandro a 28 ans. Il a donné des concerts dans 15 pays. Ses compositions sont jouées par les plus grands orchestres du monde. Il a créé une fondation pour les enfants handicapés. Et savez-vous ce qu'il dit quand on lui demande comment il a fait ? Mes pieds ont appris à faire ce que mes bras n'ont jamais pu faire. Mais surtout, mon cœur a appris à transformer la douleur en musique, l'exclusion en inclusion, le handicap en super-pouvoir. Les années ont transformé Sandro en un symbole mondial de résilience. Ses concerts, où il joue du piano avec ses pieds, attirent des foules venues pour être témoins de son incroyable talent et de sa détermination. Lors d'un concert mémorable à Paris, Sandro interprète sa composition « L'espoir renaît », une pièce qui reflète son parcours semé d'embûches et de triomphes. Le public, captivé, retient son souffle jusqu'à la dernière note, suivi d'une standing ovation émouvante. Sandro prend alors la parole. « Ce soir, je ne suis pas seulement ici pour jouer de la musique, mais pour vous dire merci. Merci de croire en un monde où nos différences sont célébrées. » Il partage sa vision d'une fondation pour aider les enfants handicapés à réaliser leurs rêves. « Je n'ai jamais eu de bras, mais aujourd'hui, je tends la main au monde entier, » déclare-t-il, les yeux brillants d'émotion. « Rejoignez-moi dans cette mission. Soutenez les initiatives locales, devenez bénévole, faites un don, ou simplement, tendez la main à ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons faire la différence. » Son message résonne profondément, rappelant que les limites sont souvent des illusions et que chacun a le pouvoir de changer le monde.
Aujourd'hui, Sandro continue d'inspirer, prouvant que la véritable force vient du cœur. Son histoire nous rappelle que chacun peut changer le monde, une note à la fois. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage émotionnel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille. À bientôt pour de nouvelles aventures.